Démarre tranquillement. Bon, moi, je me permets de dire bonjour à tout le monde. Je remercie naturellement vivement Sandrine qui organise tout ça et qui nous a fait, qui nous fait le plaisir d'enregistrer pour qu'on puisse le regarder naturellement en replay. Beaucoup de gens l'ont regardé la dernière fois, on le sait. Donc, bonjour à tout le monde. Stéphane Monet, si vous êtes venu la dernière fois, ben, vous le connaissez, donc directeur de recherche au CNRS, UMRS 5140, archéologue des sociétés méditerranéennes, un chercheur. Moi, j'ai lu son petit livre sur la villa romaine Saint-Bézard et c'est très, très, très intéressant. Donc, il a plein de choses à nous apprendre. Je ne vais pas parler plus longtemps. Mais ce que je voulais dire, ce que je n'ai pas dit la dernière fois peut-être, c'est que en plus d'être archéologue, il aime le vin. Et je le dis parce que c'est important. Quand un archéologue aime le vin, quand il trouve un pépin, il se pose des questions et il cherche encore un peu plus pour savoir s'il ne peut pas trouver une amphore pleine. Et je crois qu'il ne l'a pas encore trouvé, mais ça ne va pas tarder. Il est encore jeune et il a plein de choses à découvrir. Voilà, je lui laisse la parole parce que c'est la deuxième partie et c'est lui qui expliquera ce que c'est. Merci en tout cas Stéphane d'être ici, dans nos bureaux, parce qu'on part directement des bureaux. Et merci à Sandrine et merci à vous tous qui êtes nombreux à vous intéresser aux vins de l'Antiquité. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, merci à Jean-Philippe Granier et à Sandrine Vimont de m'accueillir ici au Mas de Saporta. Donc, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avions évoqué la naissance de la viticulture régionale et du vignoble antique. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les questions touchant à la production et à la commercialisation du vin. Alors, la chaîne opératoire pour produire du vin est connue par une multitude d'études de vestiges de construction antique mises au jour lors de fouilles archéologiques. Les installations vinicoles sont la plupart du temps très étendues et bâties solidement. Elles comprennent toujours des fondations de fouloirs, pressoirs, des vestiges de bassins de décantation et des aires à dolia, ces grandes jarres vinicoles, qui sont faciles à identifier malgré leur fort arasement. Alors voici à quoi ressemble par exemple un pressoir bien conservé lorsqu'il est mis au jour. Et vous voyez ici le détail du système de fixation du treuil en bois. Donc, c'est des blocs qui font plusieurs centaines de kilos. Ici, des vestiges de cuves arasées. Ces cuves, normalement, mesurent ont une hauteur de 1 mètre. Là, on voit que les travaux agricoles les ont en grande partie détruits. Il reste assez peu de choses, mais suffisamment pour qu'on puisse les interpréter comme liés à la production de vin. Alors, les chais sont souvent très arasés par les travaux agricoles, comme on le voit ici sur Saint-Bézard, mais laissent voir l'emplacement des dolias. Vous voyez cette multitude d'alvéoles, et ce sont ces grandes jarres en terre cuite dans lesquelles le vin était stocké. Alors, soit il y a les fonds des dolias encore en place, ils n'ont pas réussi à les extraire quand le chai a été démantelé, soit on a les fosses de spoliation parce que les dolias faisaient l'objet d'un commerce d'occasion. Les plans des établissements ruraux antiques donnés par l'archéologie sont souvent d'une grande symétrie. Ils restent inchangés pendant toute la durée de fonctionnement. Ils se caractérisent par l'utilisation de la gravité et l'existence de rampes d'accès pour monter le raisin en hauteur. On a également sur ces sites souvent la présence de plusieurs grands pressoirs à levier ou à vis indirects. Et évidemment, on a ces amples aires de stockage que vous apercevez. Là, on est sur les 4 plus grands sites vinicoles du midi de la France, qui sont datés du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, une grande partie des grands domaines vinicoles languedociens du 19e siècle reprennent en fait la structure et l'organisation de ces villas antiques, comme vous le voyez sur ce bâtiment du domaine de la Jasse de Morin, utilisant en particulier l'étagement des structures afin d'utiliser la gravité. Vous apercevez la rampe d'accès qui permet donc d'atteindre le grand chai avec ses installations de transformation du raisin. Avec cette photo, on peut se faire une idée de la physionomie des plus grands chais antiques avec leurs contreforts externes qui soutiennent les murs, et vous allez comprendre pourquoi, et l'absence d'ouverture destinée à protéger le vin de la chaleur extérieure et également des insectes.
Au Mas des Tourelles, à Beaucaire, le propriétaire Hervé Durand a fait reconstruire, grâce aux travaux de recherche d'André Tchernia et de Jean-Pierre Brun, une installation de production antique, à partir du texte de l'agronome Caton qui vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le site se visite et les installations fonctionnent et produisent du vin. On aura l'occasion d'y revenir, mais vous pouvez vous rendre sur le site si vous souhaitez voir une installation qui fonctionne. Et celle-ci fonctionne le deuxième dimanche du mois de septembre chaque année, une vendange à la romaine. Alors l'exemple de la villa de Saint-Bézard, ici vous avez un plan, permet d'évoquer le cheminement du raisin, des rafles et du mou depuis le quai de déchargement, donc la plateforme qui est en bas de l'image, jusqu'aux dolias qui sont installés dans les deux granchers latéraux, à gauche et à droite. On est frappé par l'efficacité du dispositif et surtout par sa grande symétrie. Tout est extrêmement bien construit et ces installations vont en fait durer, être utilisées pendant pratiquement 3 siècles. Donc c'est quand même une durée de vie assez remarquable pour des installations qui ont été construites il y a un peu plus de 20 siècles. Alors le foulage du raisin se faisait sur des plateformes maçonnées en pente. Le mou était dirigé vers des bassins de décantation, puis vers les dolias ou les foudres dans lesquels il pourra commencer sa fermentation. Donc, vous voyez une coupe ici en haut donc du système, avec toujours l'utilisation de la gravité, la rampe, la plateforme, le passage des grappes de raisin, le fouloir. Ensuite, on va passer les rafles dans la salle des pressoirs. Et ensuite, donc, les installations de bassins de décantation qui sont placés latéralement et qu'on ne voit pas sur la coupe vont permettre de décanter ce mou. Hop, pardon. Alors, on a ici la villa de Saint-Bézard et certaines des villas les plus importantes pouvaient être équipées de 4 à 6 pressoirs. La villa de Saint-Bézard, manifestement, elle en compte 4, donc 4 grands pressoirs à levier. Mais la plupart des établissements vinicoles, les plus petites fermes, ne produisant que 150 à 300 hectolitres de vin, ne comprenaient qu'un à 2 pressoirs grand maximum. Bon, alors quand on a évidemment 4 ou 6 pressoirs, on est sur des productions qui dépassent les 3000, 4000 hectolitres et qui peuvent atteindre, on va y revenir avec le cas de Vareille, jusqu'à 8500 hectolitres pour une propriété de plusieurs dizaines d'hectares. Les chais, donc de grands bâtiments rectangulaires que vous avez déjà vus dans les diapositives précédentes, pouvaient dépasser les 60 mètres de long et les 14 mètres de large, abritant des rangées, des files de dolias. En Languedoc, on peut considérer que l'utilisation de foudres ou de barriques pour stocker le vin ne se généralise qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, même si le tonneau est connu de longue date. Alors les dolias, vous le voyez, étaient installés dans des fosses circulaires, donc qui sont aménagées dans le sol étant marqué par cette bande marron, donc des fosses. Et une fois qu'ils sont calés dans leurs fosses, on va installer un grand remblai de terre autour de ces dolias. Donc ça va permettre de les stabiliser et de les isoler des changements de température qui, comme vous le savez, sont nocifs au vin. Alors voilà une très belle photo d'une villa de la région de Pompéi où sont conservés en place les dolias dans leur grand remblai. Donc là, il faut imaginer que vous voyez seulement la bouche des dolias et que sous le remblai de terre qui se trouve donc autour de ces dolias, vous avez une hauteur d'environ 1,50 m. Donc c'est vraiment un très très bel exemple de la physionomie de ces chais antiques. Et ça montre aussi évidemment la conservation, l'excellente résistance de ces conteneurs. Il faut savoir que par exemple les dolias de la villa de Saint-Bézard, après les pluies, se remplissent d'eau et restent en eau jusqu'à évaporation. Ils sont encore étanches malgré les outrages du temps. Alors on connaît en Italie, en Espagne et en Languedoc-Roussillon quelques exemples de chais en plein air qui pourraient être liés à la production de vin dont on accélérait le vieillissement en les exposant au soleil. On sait aussi que certains propriétaires vieillissaient le vin contenu dans des amphores, dans des salles chauffées,
Donc, c'est toute la question aujourd'hui qui est posée par la production de vins oxydatifs. C'est un domaine de recherche qu'on commence à peine à explorer, mais qui est probablement assez prometteur. Vous voyez également donc à l'intérieur de la ville de Pompéi un chai où les dolias sont posés à même le sol dans un grand bâtiment de stockage. Donc on a voilà, divers types d'utilisation, de mise en œuvre de ces dolias selon la qualité du vin que l'on veut produire. Alors donc ces dolias constituaient les conteneurs emblématiques de la viticulture antique autour de la Méditerranée. Leur prix était élevé, ils étaient réparés lorsqu'ils se fissuraient avec du plomb. Vous voyez des agrafes de plomb qui permettent de réparer les fissures, et ils pouvaient être aussi achetés d'occasion. Leur durée d'utilisation, je l'ai déjà dit, pouvait être très longue. On a les plus longs exemples qu'on a d'utilisation de Dolia, c'est pratiquement 3 siècles. Alors, plusieurs ateliers sont connus en Languedoc, principalement dans la vallée de l'Hérault, dans la région d'Agde, à Néfiès, à Aspirant, mais il en existe d'autres, à Servian également, dans le couloir audois, entre Carcassonne et Narbonne, et puis probablement un peu partout en Roussillon, et puis dans l'actuelle région de Nîmes. Ces conteneurs sont très lourds, ils pèsent entre 600 et 900 kilos, donc ils font l'objet d'un commerce à longue distance, mais les propriétaires, évidemment, ont plutôt recours à des achats locaux pour éviter les coûts de transport. Pour renforcer leur étanchéité, les dolias étaient poissés chaque année. La poix est également un puissant désinfectant et détruisait les bactéries responsables de la piqûre acétique transformant le vin en vinaigre. Il faut savoir qu'une contenance d'1 hectolitre nécessitait chaque année 1 kg de poids, soit pour un dolium de 20 hectolitres, 20 kg de poids. Donc évidemment, ça donne un peu le vertige, parce que quand on voit des chais avec des centaines de dolias, eh bien, il faut pour chaque dolium 18 à 20 kg, entre 15, on va dire 15 et 20 kg de poids, et on multiplie par le nombre de dolias, et c'est considérable. Et la poix est donc vraiment une matière première absolument indispensable donc à cette production vinicole. Il faut savoir également que les amphores sont poissés. Donc, les quantités de poids qui descendaient du Massif central étaient évidemment très, très, très importantes. Le stockage en dolium durait en général 1 année, mais de rares témoignages écrits attestent qu'il était possible de conserver plus longtemps le vin dans les dolias. On parle jusqu'à 4 ou 5 ans. En Narbonnaise, l'apparition des chais de très grande capacité est datée du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et évidemment, l'apparition de ces grands chais marque le décollage de la viticulture commerciale qui est destinée à l'exportation. Donc, pour le moment, dans l'état actuel des recherches, le site le plus ancien à disposer d'une capacité importante, très importante, c'est Saint-Mézard. On est au tout début des années 10 après Jésus-Christ, et il a une capacité de 4200, 4500 hectolitres. Puis vient Vareille, qui est construit une génération plus tard, et qui, lui, explose les compteurs avec 6650 hectolitres. On verra que en fait, le site continue de croître jusqu'à la fin du IIe siècle et qu'on y produit jusqu'à 8500 hectolitres en ajoutant des chais. Puis on a également dans la vallée du Rhône donc le Mollard avec ses 6500 hectolitres, et puis dans le département du Var, la villa de Riens, fouillée par Jean-Pierre Brun, avec 3750 hectolitres. Donc ces sites sont actuellement les plus importants, mais il doit en exister peut-être des plus grands dans la région d'Arles, de Beaucaire, là où se concentre évidemment le trafic des amphores vinaires, et où la Narbonnaise, donc les marchands de Narbonnaise, disposent d'installations portuaires fluviales extrêmement denses et importantes. Alors, le fort développement de la viticulture antique dans l'actuelle Languedoc, région Languedoc-Roussillon, est marqué par l'apparition de structures de production de vin dans tous les types de sites. On a des grandes villas, on vient d'en voir 4, des établissements moyens qui produisent 1000, 2000 hectolitres, et puis de simples fermes
qui produisent à peine quelques dizaines ou centaines d'hectolitres. Et on a même dans les villages et les agglomérations gallo-romaines des installations vinicoles. Les capacités de production, en fait, sont adaptées aux possibilités d'investissement, mais personne ne veut rester à l'écart de cette dynamique, ce qui trahit aussi la hausse énorme de la demande. Finalement, la production de vin concerne toutes les strates sociales de la population libre, du sénateur, grand propriétaire, au petit boutiquier, écoulant sa production dans son débit de boisson situé en ville. Alors, il faut savoir que la construction d'un pressoir ou de 2 pressoirs, l'achat de 20, 30, 40 dolias, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce foisonnement des installations vinicoles, qui est surtout perceptible dans la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ et pendant tout le 2e siècle, eh bien, ce foisonnement indique qu'il y a un retour sur investissement et que les dépenses occasionnées par la construction de ces installations sont probablement assez vite rentabilisées. Ça renvoie à des phénomènes qu'on connaît au milieu du 19e siècle, dans la vallée de la Peine, avec le domaine de Belzot, par exemple, qui fait l'objet d'un gros investissement et je crois qu'en moins d'une dizaine d'années, l'investissement a été remboursé par la vente des premières vendanges. Donc, c'est vous dire si on est dans une période extrêmement dynamique et tous les sites que vous avez sous les yeux, donc ça c'est l'exemple que je connais le mieux, la moyenne vallée de l'Hérault, entre Aspirant et Pézenas. Donc on voit très bien cette grande diversité avec toujours ces grands chais, ces installations qui sont quand même assez reconnaissables et qui marquent donc le développement maximal de cette viticulture antique dans notre région. J'ai une petite question, Stéphane, si je Oui. peux la poser maintenant. Oui. D'un de nos auditeurs là, qui demande si la poix donnait du goût au vin. Est-ce qu'on est en mesure de savoir ça? Est-ce qu'on a fait des tests? Oui, la poix donne du goût au vin, forcément, parce que c'est une matière qui reste active. Et moi, j'ai trouvé des amas de poix qui datent du 2e siècle et 3e siècle après Jésus-Christ dans un puits antique à Pézenas. Et il faut savoir que cette poix, je l'ai laissée au soleil et elle sent encore. Elle dégage encore un peu de parfum. C'est absolument incroyable. Elle a 20 siècles, elle a 18 siècles et elle sent encore. Alors oui, ça donne probablement un goût spécifique au vin, comme l'élevage en barrique donne aussi un goût au vin. Il faut croire que les consommateurs antiques étaient habitués à ce goût et peut-être aussi à l'image d'Hervé Durand au Mas des Tourelles qui a refait des vins à l'antique à partir de recettes puisées dans les textes antiques. Il faut savoir qu'il y a aussi l'ajout de plantes qui permettent probablement d'atténuer ce goût. Il y a la question des vins oxydatifs. Oui, forcément, les goûts du vin d'il y a 2000 ans ne sont pas forcément les mêmes que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et une dernière petite question, toujours sur la poix. Qu'est-ce que c'est précisément? Parce qu'on a aussi une question là-dessus. Et j'avoue que je me la pose également. À base de quoi c'est fait? Alors, la poix, en fait, il ne faut pas confondre la poix et la résine. La résine, c'est la sève donc, qui va s'écouler de l'incision pratiquée dans le tronc, dans une branche d'un conifère. La poix, c'est la distillation, c'est-à-dire on va brûler les branchages, tous les branchages du pin sylvestre, et dans une urne, une très grosse urne qui ressemble un petit peu à un dolium, qu'on va placer sur un foyer, et on va donc brûler dans cette espèce de gros cylindre en terre cuite les branches des pins sylvestres, et donc la résine, pendant la combustion, va s'écouler, et donc elle va se transformer en poix au contact du feu, donc elle va prendre une teinte noire et elle va donc garder les propriétés de la résine tout en étant moins collante et en ayant des propriétés donc chimiques extrêmement intéressantes pour notamment la désinfection et l'étanchéité. On utilise aussi la poix pour le calfeutrage des navires. On l'utilise aussi pour un certain nombre de médicaments, d'ongans, qu'on va mettre sur les animaux. Donc, c'est un produit universel qui a une valeur extrêmement importante dans l'Antiquité. Ok, merci. Voilà. Alors, c'était bien de faire une pause. Alors, on va faire un petit zoom sur la villa de Vareille. Alors, cette villa de Vareille à Pollan, elle est malheureusement détruite sous l'échangeur d'Addissan, entre Pollan et Pézenas. Et nous l'avons fouillée en 1999, en 2001 et en 2010.
donc elle a été fouillée intégralement. Et c'est vraiment l'archétype des grandes villas pinardières gallo-romaines, donc du Languedoc dans l'Antiquité, avec ce grand chai en L que vous avez sous les yeux, donc qui est daté des années 40. Il y a 375 dolias. Et puis, au fur et à mesure donc, du développement de cette villa, on va ajouter un chai ici avec 70 dolias, un chai ici avec une trentaine de dolias, et un chai ici avec, pardon, je crois, si je me souviens, 27 dolias. Donc, au total, on va atteindre un chiffre extrêmement important, hein, 450 dolias, et on va pouvoir stocker dans ce grand chai 8500 hectolitres. Il faut savoir que tous ces dolias-là, les 350 dolias qui étaient ici, font 20 hectolitres pratiquement, et qu'ils viennent de la moyenne vallée du Rhône. Hein, on connaît la zone où ils ont été produits, c'est la thèse de Charlotte Carato qui a permis de le préciser. Donc, ils ont, sur des barges, ils sont descendus le Rhône jusqu'à Arles, et ils ont ensuite, par des embarcations adaptées à la navigation donc côtière, ils sont ensuite longé la côte du Languedoc jusqu'à Agde. Ensuite, à Agde, on les a remis sur des péniches fluviales et on a remonté l'Hérault jusqu'à hauteur de Paulan et d'Adissan. Et donc, les dolias ont fini par arriver dans les chais pour y être installés. Il faut imaginer l'investissement énorme que ça a été d'installer ce grand chai. Ces dolias donc, ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres et cette ville-là va être donc en pleine activité pendant un peu plus d'un siècle et demi. Elle va être très brusquement abandonnée à la fin du IIe siècle, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, elle est équipée évidemment de thermes, il y a des grands bâtiments, il y a des moulins hydrauliques, il y a 2 aqueducs qui permettent de nettoyer les installations vinicoles pendant la vendange. C'est aussi le cas donc, à Saint-Bézard où on a des installations hydrauliques très élaborées. Et donc la propriété vinicole pouvait couvrir entre 140 à 280 hectares de vignes selon le rendement, selon la capacité de garder la récolte une année sur deux, c'est-à-dire de stocker 2 récoltes. C'est une très grande propriété, ce n'est qu'une partie de cette propriété qui pouvait atteindre, moi je pense, autour de 600, 700, 800 hectares. Hein. C'est quelque chose de très, très, très important. Et des villas comme ça, il en existe évidemment partout en Languedoc. Mais bon, il faudra attendre le développement des recherches dans les décennies qui viennent pour en voir apparaître d'autres. Alors, je vous montre une évocation voilà, de Jean-Claude Golvin, une évocation qui permet de préparer l'aquarelle qu'il va réaliser donc, de cette ville-là. Et vous apercevez, vous voyez un peu la taille de ces bâtiments, des étages, des grandes cours. Ça ressemble évidemment énormément aux grandes exploitations languedociennes de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, produire du vin, c'est bien, c'est important, mais il faut surtout le vendre. Et donc, la vente, la commercialisation du vin est évidemment une étape primordiale. On ne peut pas produire du vin en quantité si on ne le vend pas. Alors, les recherches réalisées depuis plus de 30 ans, 35 ans sur la question des amphores en Gaule narbonnaise permettent de disposer d'un panorama à peu près complet, tandis que les études réalisées dans les centres de consommation situés dans toute l'Europe occidentale révèlent année après année la diffusion du vin du Midi de la Gaule, au-delà même des frontières de l'Empire romain. On y reviendra à travers une carte. Alors, cette carte des ateliers d'amphores de Narbonnès que je vous avais déjà montrée et qui rassemble une centaine d'occurrences montre le poids de l'actuel Languedoc-Roussillon dans cette activité sur laquelle repose la commercialisation du vin régional. C'est une carte qui donne un état de la recherche. Les projections que l'on peut faire dans les régions où on travaille depuis une vingtaine d'années, notamment donc dans la vallée de l'Hérault, autour d'Arles avec la thèse de Fabrice Bigot, dans la vallée de l'Arc où on a beaucoup travaillé ces 15 dernières années. Donc on voit que dès qu'on travaille de façon intensive sur un micro-territoire, on voit se multiplier les ateliers d'amphores. Donc il faut imaginer en réalité que des ateliers, il en existait plusieurs dizaines d'autres, et que cette industrie, véritable industrie potière, était évidemment, elle est révélatrice donc de l'extension de cette viticulture commerciale à l'ensemble du Midi de la Gaule, en particulier donc le Languedoc-Roussillon actuel. Alors, les plus grands ateliers comme celui de Salel-d'Aude, fouillé par Fanette Lobenheimer, et qui est aujourd'hui donc aménagé en musée,
constituées de véritables usines à amphores, pouvant produire chaque année plus de 20 à 25 000 amphores. Donc 20 000 amphores, Gauloise 4, hein, c'est le modèle le plus connu, c'est le modèle emblématique de la viticulture de Narbonnaise. Il faut savoir que ça correspond, on peut embouteiller 6 400 hectolitres de vin dans 20 000 amphores gauloises 4. Vous voyez, 6 400 hectolitres, c'est Vareille dans les années 50 après Jésus-Christ. Donc, un site comme celui de Salles-d'Aude aurait alimenté une villa comme celle de Vareille. Donc, étant donné qu'on connaît des centaines de sites de production de vin en Languedoc-Roussillon, donc sur le territoire de l'actuel Languedoc-Roussillon, il faut bien convenir que d'autres ateliers existent un petit peu partout, et en particulier sur le littoral, hein, on a des grands vides. Mais cette viticulture, elle touche à la fois donc, les zones littorales, mais également les zones de coteaux. On remonte jusqu'à Clermont-Lérault, jusqu'à Néfiès, jusqu'à Magalas, jusqu'au Minervois, et probablement en Roussillon, on devrait un jour trouver des ateliers peut-être dans les moyennes vallées, donc des fleuves côtiers, Agly, Tête et Têche, qui donc descendent des Pyrénées. Alors, concernant donc ces structures de production, ce sont des grands ateliers avec jusqu'à une quinzaine de fours. Salles-d'Aude est en activité pendant 3 siècles. Et donc, depuis la thèse de Fanette-Lobenheimer, publiée en 1985, on a fait beaucoup de progrès, d'avancées. Elle a jeté les bases de la typologie, et puis les fouilles programmées sont venues compléter ces données. Alors, l'atelier de Saint-Bézard, il offre un bon exemple de l'évolution des conteneurs vinicoles destinés au grand commerce. Et on arrive, grâce à cette évolution, à lire, en fait, à mieux analyser, à mieux appréhender l'histoire de notre vignoble, l'histoire de la commercialisation de notre vin. Alors, vous le voyez, il y a 3 phases. Les phases 1 et 2 sont marquées par la production simultanée d'amphores fuselés, voici ces amphores fuselés, et d'amphores ovoïdes à fond plat, qui marque l'irruption de notre région, donc dans le grand marché du vin à l'échelle donc de l'Empire. Pendant la phase 2, donc entre les années 20 et 60 après Jésus-Christ, des amphores fuselées sont encore produites, mais en moindre quantité. Donc le propriétaire de la villa fait produire de nouveaux types d'amphores. On est à une période où les 2 types d'amphores sont commercialisés, mais les amphores à fond plat commencent à prendre le dessus. Donc, les propriétaires d'ateliers, d'officines cherchent à produire des amphores un petit peu variés. C'est une sorte d'époque de tâtonnement dans laquelle on va essayer plusieurs modèles d'amphores. Peut-être ces modèles d'amphores pourraient correspondre à des variétés de vins différents. On n'en sait pas grand-chose parce qu'on manque de données sur donc ces amphores et notamment sur les marque-peintes qui nous donneraient des informations donc sur leur contenu. À partir de la phase 3, donc la phase 3, on est au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ et jusqu'à donc à la fin du 3e siècle, première moitié du 4e siècle, donc une période très longue, l'atelier ne produit plus que des amphores ovoïdes. Les consommateurs les identifient et savent ce qu'elles contiennent. Il n'y a plus besoin donc de produire d'amphores fuselés. La réputation des vins régionaux n'est plus à faire. Et ce sont désormais des ateliers espagnols et même africains qui vont imiter ces amphores gauloises, preuve de leur succès. Alors, l'avantage économique et commercial de l'amphore gauloise apparaît nettement sur cette photo. Avec d'autres avantages, la taille en gobelet, dont on a parlé, la situation géographique du Languedoc-Roussillon et de tout le Midi, donc de la Gaule, entre Méditerranée et Europe du Nord-Ouest, contribue au succès du vin languedocien. Alors, en fait, comment ce vignoble a-t-il réussi à s'imposer? Probablement par la force des investissements qui ont été réalisés, par le fait que c'est une région vinicole depuis plusieurs siècles, donc avec une main-d'œuvre formée à la viticulture, par sa situation géographique, mais également par l'adoption et la multiplication donc, de cette production d'amphores ovoïdes qui ont une qualité absolument exceptionnelle, c'est qu'elles sont légères, elles pèsent 10-12 kilos et elles ont une contenance importante
entre 32 et 35 litres. Donc, ces amphores concurrencent évidemment très fortement ces amphores de tradition italique ou espagnole fuselées, qui sont beaucoup plus lourdes, 20 kg, et qui ne contiennent que 22 à 25 litres de vin. Donc, pour ces amphores fuselés, on a un rapport contenu de 1 à 1. Pour les amphores ovoïdes de Gaule-Narbonnaise, on a un rapport contenant-contenu de 1 à 3. Donc, bien évidemment, quand vous faites du transport, et c'est le transport qui coûte cher, eh bien, vous avez un avantage de taille, surtout que vous êtes a priori près des grands marchés urbains du nord de la Gaule, Lyon, évidemment, et puis Lyon vous donne accès par la Saône, par le Rhin supérieur, par la Seine, donc à tout le quart nord-ouest de l'Empire et jusqu'en Grande-Bretagne où le vin de Narbonnaise est également consommé. Alors, 3 modèles vont assurer entre le milieu du 1er siècle et la première moitié du 4e siècle la diffusion du vin de notre région Languedoc-Roussillon. La gauloise 1, qui est au milieu, elle est destinée au marché régional. On la trouve également dans le Massif central et à Lyon. La gauloise 4 est l'amphore qui transporte les vins de qualité, les célèbres vins blancs aminés notamment, et ce sont ces amphores dont la diffusion est la plus ample et la plus lointaine. Alors, ce modèle a pu être imposé par les négociants arlésiens, qui sont évidemment très actifs dans le commerce du vin. Alors, la gauloise 2, qui est à gauche, est plus anecdotique. Elle servait vraisemblablement au commerce de vins plus spécifiques. Une partie du vin de consommation courante, impossible à évaluer, était transportée en vrac dans des outres vers les centres de consommation les plus proches. Le tonneau offrait par ailleurs un mode alternatif de transport à longue distance, mais il reste peu attesté à cause de son caractère putrescible. Donc finalement, si l'on veut mesurer l'évolution même de façon évidemment partielle de cette viticulture et de cette production de vin, eh bien, on doit se reposer sur les amphores et garder évidemment à l'esprit qu'une partie du vin était consommée sur place et donc probablement commercialisé dans des outres qui rejoignaient donc les villes et les villages. Alors, les vins de l'actuel Languedoc-Roussillon et de la Provence sont commercialisés partout dans l'Empire, je vous l'ai dit, et jusqu'au Soudan et à l'Inde. Donc, c'est une carte de Fanette Lobenheimer qui s'est, donc, après la fouille de Salel-d'Aude, beaucoup intéressé à ce commerce. Le marché du vin antique est très concurrentiel et le vignoble de notre région va beaucoup souffrir de l'extension rapide de la vigne vers le nord de la Gaule, tandis que la montée en puissance de l'Afrique à partir de la seconde moitié du IIe siècle va très durement se faire sentir sur les marchés urbains méditerranéens, notamment à Rome. Alors la situation qu'aggravent encore les difficultés économiques et politiques du IIIe siècle après Jésus-Christ, probablement une crise démographique avec une baisse de la population. Donc cette situation va se détériorer progressivement pendant un siècle. Au début du IVe siècle, le bilan n'est pas très réjouissant puisque 60 à 70% des établissements ruraux et des villas vinicoles ont été abandonnés. Le dernier quart du IVe siècle est marqué par une reprise de l'activité vinicole, documentée par la découverte en Languedoc d'une quinzaine d'installations vinicoles, mais celle-ci reste modeste eu égard à la situation observée par exemple dans le dernier tiers du 1er siècle après Jésus-Christ. On connaît par la fouille environ 120 à 150 installations vinicoles de la fin du 1er siècle, et là on est pour cette période de l'Antiquité tardive donc à une quinzaine d'installations. Alors on peut toujours imaginer évidemment qu'une partie des installations étaient totalement construites en bois, mais il n'en demeure pas moins que on a quand même le sentiment que l'usage des bétons de tuyaux pour les pressoirs et donc d'installations quand même qui sont en pierre est encore la règle. Alors, la viticulture, elle existe encore. Elle va évidemment se transmettre, notamment par le biais des abbayes et des monastères pendant tout le haut Moyen-Âge. Et puis ensuite, eh bien, c'est une autre histoire. Alors, je vous remercie de votre attention. Et je vous indique plusieurs ouvrages, pardon, il y en a exactement 5, où vous pourrez retrouver une partie des données que je vous ai présentées. Donc, le petit livre de Jean-Pierre Brun qui a été édité donc, en 2004,
aux éditions Errance à Paris. Évidemment, le très très beau livre d'André Tchernia et de Jean-Pierre Brun, Le vin romain antique, qui est en vente d'ailleurs au Mas des Tourelles, que vous pouvez vous procurer là-bas, qui a été publié à la fin des années 90. Le vin, qui est un très beau catalogue d'exposition qui s'est tenu à Lyon en 2003, donc Nectar des dieux, génie des hommes, dirigé par Mathieu Pou, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, et 2 thèses récemment soutenues, donc, qui ont fait le point sur les dernières découvertes de ces 20 dernières années. Donc la thèse de Charlotte Carato sur le dolium en Galle narbonnaise, qui a été publiée à Bordeaux en 2017. Et donc là, vous saurez tout, mais vraiment tout sur le dolium, sa production, son utilisation, et il y a les plans de plus d'une centaine de sites vinicoles. Et puis la belle thèse également de Fabrice Bigot, publiée également en 2017, et lui qui porte sur la production et le commerce des amphores gauloises sur le littoral et dans les ports de Gaule narbonnaise, donc qui fait suite aux travaux de Fanette Lobenheimer, qui les enrichit puisque Fabrice a pu intégrer dans ses recherches toutes les données sur les fouilles subaquatiques réalisées par Luc Long dans le Rhône, et puis on a également intégré les fouilles de l'épave Arleron III qui avait été dirigée par David Jaoui et Sabrina Marlier. Voilà, donc merci encore et je serai ravi d'échanger avec vous si vous avez des questions. Oui, alors j'ai déjà une question. Les amphores gauloises avaient-elles des marques ou des signes des domaines où le vin était produit qui permettent d'identifier la provenance des vins? Alors je vais vous remettre une position. Voilà, celle-ci où il y avait le biterroir. Ouais. Alors, en fait, on a plusieurs types de marques sur les amphores gauloises. Alors, on a des marques de fabricants des amphores qui, en général, sont des timbres, sont des marques donc, qui sont apposées dans l'argile fraîche quand l'amphore vient d'être terminée, produite. Et ces marques, ces timbres sont apposés sur les anses ou sur le col. Bon, elles nous donnent les noms des propriétaires des ateliers. Ensuite, pour le contenu, on a des marques peintes donc, qui sont un petit peu stéréotypées et donc qui sont inscrites à l'encre sur la partie supérieure de l'amphore, bien visible pour le marchand et le consommateur. Donc, par exemple, là, on a Aminum, donc la qualité, la provenance, donc la région de Béziers, et le mot Vétus, qui veut dire donc que c'est un vin vieux, un vin de garde. Donc, ça se traduit par vin de garde de la région de Béziers, du cépage blanc aminé. Et il y a parfois également, vous l'apercevez à droite, ici, voilà, là, le nom du marchand. Donc, mais le nom du producteur de vin, en général, malheureusement, n'apparaît pas. Lorsque le marchand achète le vin, eh bien, ça devient sa propriété. Et donc, c'est probablement lui qui donne l'information donc, aux grossistes et aux propriétaires de débit de boissons à qui il va vendre ses amphores, puisqu'ensuite, ces amphores, en fait, le vin de ces amphores est débité dans des cruches ou dans des petites outres que les consommateurs viennent apporter donc, au débit de boissons. Bon, sur les villas, on peut aussi acheter des amphores entières, évidemment, sur les sites les plus importants. Donc, on pouvait déjà aller acheter à la tireuse chez Bien sûr. Voilà. Oui, et comme dit Jean-Sylvain, encore une fois, le Languedoc précurseur, AOP, provenance, et voilà. Exactement. Mais oui, c'est absolument. Mais bon, il y a beaucoup de vins antiques, d'amphores antiques qui ont des marques peintes. Bon, on les connaît bien en Gaule parce qu'en fait, on a la chance en France d'avoir un service archéologique subaquatique qui s'appelle le DRASP, qui dépend du ministère de la Culture, et qui a fouillé énormément d'épaves à amphores, hein, notamment dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, également en Corse. Et donc, il faut savoir que ces marques peintes ne se conservent que dans l'eau, en milieu anaérobie, donc il ne faut pas d'air, pas de lumière, sinon cette encre disparaît. Donc, mais toutes les amphores étaient marquées, toutes. Merci. J'ai aussi une question de Thibaut Vermillard. Comment étaient bouchés les dolias et amphores? Alors, les dolias, ils étaient bouchés avec on va le voir, avec des couvercles. Alors, en Italie, on les bouche avec des couvercles en céramique. Voilà, là, vous allez les voir. Et alors qu'en Gaule narbonnaise, voilà, ça c'est l'Italie, des couvercles en céramique qui sont produits dans les mêmes ateliers, alors que les recherches de Charlotte Carato ont montré l'absence de couvercles donc, en narbonnaise, de couvercles en céramique produits localement, et donc on subodore qu'en fait les vignerons
les viticulteurs utilisent des couvercles en bois, comme ici, donc à Montilla, dans le sud de l'Espagne, donc dans la bodega Pérez Barquero. Et l'avantage de ces couvercles en bois, c'est qu'on peut inscrire à la craie ou au charbon des indications, puisque au fur et à mesure que le vin est élevé, on va le goûter, on va aussi répercuter sur la panse du dolium ou sur le couvercle en bois des informations pour savoir si le contenu a été vendu et à qui, par exemple, et quelle est la date de l'enlèvement. Hein, donc, on a toutes ces informations administratives sur ces couvercles. Malheureusement, ces couvercles sont en bois et ne se conservent pas. Ok. Ensuite, j'ai aussi une question sur la destinée de ces amphores vides. Est-ce qu'elles étaient, c'est une question de Florent Boutin, est-ce qu'elles étaient rendues aux marchands, réutilisées? Vous disiez, il y a un marché de seconde main, un marché de l'occasion, tout à l'heure, vous disiez. C'est surtout pour les dolias, hein, le marché de l'occasion. Les amphores sont des emballages perdus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consigne. Donc, en réalité, les amphores vont servir à beaucoup de choses, mais pas à contenir à nouveau du vin. Alors, on connaît quelques exemples de réemploi d'amphores qui ont contenu un autre produit. Hein, ça, c'est les analyses chimiques qui permettent de le déterminer. Mais en gros, les amphores vont être recyclées. Alors, elles vont servir pour construire des digues, par exemple, en bord de fleuve ou en bord de mer. Donc, on va faire des caissons, on va les remplir d'amphores. Ça s'appelle des vides sanitaires. On va les utiliser, les décapiter, on va les utiliser comme urinoir. On va les utiliser comme réserve d'eau. On va les utiliser un petit peu partout, même parfois comme matériaux de construction. Donc, c'est très encombrant, les amphores. Et c'est en fait ce qui fait notre bonheur parce que comme c'est un matériau qui se conserve bien et qu'on identifie bien typologiquement, on est capable, grâce à ces dizaines de milliers d'amphores qui sont retrouvés d'année en année sur les sites de consommation, de retracer tous les flux commerciaux de vin, d'huile, de produits de la mer, hein, sauce de poisson, conserve de poisson. On a des fruits également dans les amphores. On a des préparations culinaires, on a de l'huile de bente, on a énormément de choses qui sont connues par les marques peintes. Ok, merci. Alors, ça, c'est quelque chose qui va nous ramener un petit peu au webinaire d'il y a 15 jours. Le cépage blanc aminé est-il de la clairette? Écoutez, en tout cas, il y a de la clairette qui a été identifiée par analyse morphométrique dans un puits, donc Fouillat-Valros. Ça a été analysé par Laurent Bouby. Et les pépins donc, qui ont été trouvés dans ce puits ont été identifiés comme à 95% de 95% de chances comme du cépage aminé, puisqu'on a des collections de cépages et ils ont tous ces cépages ont une signature morphométrique, c'est-à-dire la taille et la forme des pépins, qui est toujours similaire pour chaque cépage. Donc oui, il y a très 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 bonne chance pour que la clairette, de la zone d'Addisson, d'Aspirant, en fait, soit évidemment tout ce qui reste du grand vignoble aminé de la région de Béziers. C'est probablement pas très étonnant quand on sait que Vareille et Saint-Bézard sont justement situés dans cette appellation de clairette du Languedoc. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez... une autre question. Et y avait-il une production de vinaigre spécifique pour la conservation ou à usage antiseptique? Et si oui, était-elle importante? Ah oui, oui. Alors le vinaigre est un produit tout à fait essentiel. On donne en fait une partie du vin probablement est victime de la piqûre acétique, malgré tous les soins d'hygiène apportés aux chais, aux installations vinicoles. La mouche drosophile, elle transmet cette bactérie de la piqûre acétique. Et donc, une partie du vin, évidemment, tourne et transforme en vinaigre. Mais ce vinaigre est recyclé. D'abord, il est utilisé, évidemment, parce que c'est très, très bon pour la santé. On peut se frictionner. Il y a énormément d'usages pour le vinaigre. Et puis, on peut le diluer dans l'eau et le donner à boire aux esclaves ou aux soldats quand on manque de vin. Donc, c'est un produit secondaire qui est vendu à moindre coût par rapport au vin, mais qui a quand même une grande utilité. D'accord. Et Thierry Poirier nous dit une contribution sur le Kvevris, qui était le contenant en terre cuite en Géorgie. Oui. Et quel parallèle vous faites entre la gauloise et le Kvevris? Alors, en fait,
C'est surtout entre ce grand conteneur géorgien qui est d'ailleurs stocké dans des remblais qui se trouvent dans la cour des fermes. Et c'est un mode de vinification en fait qui est proche de ce qui était pratiqué dans notre région il y a 20 siècles, hein. Donc c'est une des zones où se conserve encore cette tradition de faire vieillir du vin dans des grandes jarres en terre cuite. C'est une Voilà. subsistance de cette époque-là, on pense? En fait, c'est pas vraiment une subsistance parce que les Romains n'ont pas atteint la Géorgie, ils sont allés jusqu'en Arménie, mais la Géorgie en fait est le berceau probablement de la viticulture mondiale. Donc c'est là qu'on trouve, d'après Laurent Bouby, qui a travaillé donc, à Montpellier, donc, qui est un collègue CNRS qui travaille sur l'origine des vins. Et donc c'est là qu'on trouve manifestement la plus grande diversité et puis également du point de vue ADN, les souches les plus anciennes. Donc, en réalité, le dolium probablement existait peut-être dans ces régions déjà il y a très, très, très longtemps, il y a plusieurs millénaires. Il a été transmis donc aux Grecs sous la forme ce qu'on appelle le pitoi, aux Grecs d'Asie mineure et aux Grecs de mer Égée et de Grèce continentale. Et puis ensuite, évidemment, il s'est diffusé en direction du bassin occidental de la Méditerranée. Hein, mais des grands conteneurs comme ça, on en connaît, alors pas aussi gros, hein, ils font 1 ou 2 hectolitres, on en connaît dès la fin du néolithique, mais c'est des grands vases qui sont pour le stockage de l'eau. Et puis ensuite, les potiers vont commencer donc à produire ces grandes jarres qui vont devenir de plus en plus grandes. On a les plus grands dolias qu'on connaisse font pratiquement 30 hectolitres. Donc c'est 3000 litres. C'est absolument considérable. D'accord, merci. Et Thierry, vous pourriez toujours nous donner la précision aussi que l'intérieur des cuivrisses était tapissé de cire d'abeille et non de Oui, toit. oui, oui. C'est tout à fait possible. On peut également mettre de la gomme de pistachier lentisque. Oui. Donc, et évidemment, ça devait donner là aussi la cire ou la gomme de pistachier, comme la poisse, ça doit donner un petit goût au vin. Moi, je ne connais pas, j'ai jamais goûté ces vins géorgiens. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un petit goût légèrement sucré, un petit goût de miel, ou un petit goût de cire, hein, tout simplement, parce que la cire, elle a quand même je sais pas, est-ce que le viticulteur. Est-ce que maintenant c'est toujours le cas? Est-ce qu'on utilise toujours de la cire d'abeille ou pas? Ça, Thierry ou Jean-Philippe, puisque tu es. Moi, j'en sais rien. Il y a une question qui est passée un peu à Oui, trappe, oui, là. j'ai une autre question là aussi, pardon, qui est Oui. pourquoi aller chercher des dolias dans la vallée du Rhône alors qu'il y avait des fours à aspirants? Voilà, très bonne question. En fait, je vous tendais une perche, c'est bien. Je suis content, tout le monde a suivi. Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. C'est Jacques Fanet qui l'a posée, que tu connais Ah, bien. bonjour Jacques. Oui, alors en fait, j'ai évidemment la réponse. Alors, on connaît un atelier à Saint-Bézard. Alors, il faut savoir qu'au moment où est construit la villa de Vareille, probablement les fours à Dolia de Saint-Bézard sont abandonnés. Donc, on est à la limite. On est vraiment au niveau chronologie, ça se touche. Sauf qu'on connaît un autre atelier à Néfiès, à Hambournières, qu'on a fouillé en 2017 avec la même équipe. Et cet atelier d'Hambournières a produit des dolias. On connaît aussi un gros atelier à Servian, au Mas de Bourgade, et puis à Agde. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé chercher 350 dolias dans la moyenne vallée du Rhône? Eh bien, il y a deux solutions qui sont complémentaires. Aucun atelier de la vallée de l'Hérault était capable d'assurer une livraison de 350 dolias en une seule fois ou dans le courant de l'année. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, il faut penser que même avec le coût du transport, probablement, les dolias de la moyenne vallée du Rhône étaient à prix égal ou à prix inférieur à ceux produits dans les ateliers de la vallée de l'Hérault. Donc, on est dans le monde romain, on est dans un marché très ouvert, très concurrentiel. Et il faut savoir que ces grands dolias de la moyenne vallée du Rhône, donc les ateliers sont installés à la confluence de la Drôme et du Rhône. Il faut savoir que c'est les ateliers qui ont diffusé le plus loin en Gaule narbonnaise. Donc, Charlotte Carato a fait réaliser des lames minces. Donc, elle a étudié des centaines et des centaines de lames minces avec un collègue géologue. Et donc, on a la signature de tous les ateliers qui ont produit des dolias
en Gaule-Narbonnaise, il y en a beaucoup. Et l'atelier qui a le plus diffusé, le plus loin de son centre de gravité, c'est cet atelier qui devait être gigantesque. C'est probablement une véritable usine, hein. Donc il devait y avoir des dizaines et des dizaines de fours qui ont fonctionné pendant plus de 2 siècles. Hein. Donc que peuvent faire les petits producteurs de Dolia de la vallée de l'Hérault contre cette véritable usine qui en plus bénéficie évidemment des transports sur le Rhône et donc d'un coût de transport très bas, sachant que le Rhône à cette époque, à l'époque antique, était encombré de péniches et qu'il fallait toujours avoir du fret de retour. Hein. Quand on montait par exemple des amphores de la péninsule espagnole ibérique, donc vers Lyon, ensuite, quand on redescendait, on essayait de se charger d'un maximum de marchandises. Et là, évidemment, tous ces bateaux permettaient de descendre vers Arles, ce qu'on appelle des pondéreux, des dolias, des tuiles, des briques, des chargements très lourds, des pierres. Hein. Arles-Rhône 3 a coulé avec un chargement de pierres, de grosses pierres de taille qui étaient destinées donc à la construction. Donc voilà, c'est pour ça que ces dolias sont probablement arrivés donc à Vareille donc dans les années 40 après Jésus-Christ. Une autre question de Jean-Sylvain. Les Romains ont-ils importé des cépages de leur conquête rapportés? Et sait-on si les Grecs nous ont rapporté des cépages et si oui, lesquels? Alors, oui, les cépages, les cèpes de vigne voyagent. Ils voyagent et il y a toujours eu des échanges très intenses parce que, en fait, toute la Méditerranée a été colonisée par les Grecs, par les Phéniciens, par les Puniques, par les Étrusques. Et donc, évidemment, tous ces conquérants ou tous ces commerçants, parce qu'il y a aussi des commerçants, eh bien, on transportait avec eux des cèpes, des plants de vigne. Et donc, en fait, il y a un véritable foisonnement. Et oui, une partie des cépages vient en fait du Proche-Orient, hein, de Grèce et au-delà, probablement, de toute cette zone donc, qui se situe autour de la Géorgie, au sud de la mer Caspienne, donc qui serait, d'après les recherches les plus récentes, donc le berceau de la viticulture de l'humanité. On aura certainement quelques réponses là-dessus au symposium où vous êtes tous invités, qu'il y aura sur les cépages patrimoniaux le 3 mai de 15h à 18h30, et après une dégustation d'une trentaine de cépages patrimoniaux. Donc, il y aura des chercheurs qui vous parleront des cépages. Je pense qu'ils vous en diront un tout petit peu plus et ça sera aussi très intéressant. Il y avait une question aussi qui avait été rajoutée, mais c'était complémentaire. Je crois que tu n'as pas répondu. Tu as répondu sur le bouchage des dolias, mais pas sur le bouchage des amphores. Alors, oui, c'est vrai. Les amphores, donc, étaient bouchés avec des opercules, une petite rondelle de céramique d'environ 10 cm de diamètre. Et sur cette rondelle de céramique, en fait, soit on mettait de la poix, soit on mettait un bouchon en liège qu'on scellait avec de la poix. Puis il y avait une autre solution, c'était également de couler de la chaux, un bouchon en chaux sur l'opercule en terre cuite. Et donc, qu'il s'agisse de la poix, donc de la ou de la chaux, cette matière permettait en fait la fermeture hermétique de l'amphore et donc la conservation du vin. Et j'ajoute que on pouvait également timbrer ces bouchons en chaux, donc avec un cachet. Et donc peut-être que ces bouchons portaient également la marque du commerçant donc qui commercialisait, qui vendait ces amphores. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On a fait le tour. Ouais, je pense que... Ah, si. Jean-Sylvain dit un grand merci, c'est passionnant. Bon, eh bien, merci de votre attention. Et puis, écoutez, merci. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir ou de se retrouver pour discuter de la viticulture. Peut-être lors du peut-être lors du symposium dont parlait Jean-Philippe, justement. Oui. Mm-hmm. Voilà, merci Stéphane, merci Sandrine. Merci Stéphane, à tous. tu nous donnes envie d'être archéologue et d'aller prendre un peu la pioche pour aller fouiller sous la vigne pour savoir s'il n'y aurait pas quelques petits morceaux de tesson d'amphore ou de dolia. Et bon, voilà, je pense que c'est important tout ce que tu nous apportes à l'époque où on veut parler un peu de notre histoire
Et je crois que c'est des éléments, moi, Jean-Sylvain a posé beaucoup de questions parce qu'il fait le tour de la France des écoles de sommellerie en ce moment, et il leur rapporte naturellement tous ces éléments que tu leur donnes. Je pense que les vignerons nous écoutent aussi, et c'est très, très, très important. Je Voilà. crois qu'on a une question. Allez, on y va. Jean-Pierre, ou alors je ne sais pas si Jean-Pierre voulait la parole. Oui, Jean-Pierre Venture. Jean-Pierre Venture, allez, levez la main. Jean-Pierre. Et les tonneaux? Je l'ai évoqué, on a très peu de restes de tonneaux. On en a sur les camps romains parce qu'ils sont utilisés pour le cuvelage des puits. Donc on sait qu'il y a une tonnellerie dans la moyenne vallée du Rhône, on sait qu'il y a une tonnellerie à Lyon, dans le nord de l'Italie également, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que on a uniquement ces tonneaux conservés essentiellement donc, sur les camps du Limès. Et puis on a un autre problème avec les tonneaux, c'est qu'ils ne contiennent pas que du vin. Ils contiennent également des conserves de sardines, beaucoup de poissons. Et donc, c'est évidemment, chaque fois qu'on trouve un tonneau, ce n'est pas un tonneau de vin. Donc, il y a heureusement des marques qui sont apposées au fer chaud. Donc, on connaît les fabricants de tonneaux, on connaît un certain nombre de choses. On a des bouchons également en bois, des bouchons de bonde de tonneaux. Mais, par exemple, en Languedoc-Roussillon, on connaît très très peu de choses. À Latte, on pensait qu'on avait un tonneau dans un puits justement de la ville de Latte, et en fait, manifestement, c'est plutôt un baquet en bois qu'un tonneau. Donc, on a aussi un tonneau à Fréjus, on a eu un tonneau entre Marseille et Arles, mais ce tonneau, manifestement, peut avoir contenu des sardines. Donc, moi, je suis très prudent parce que je pense que si on ne se fie pas, à des éléments matériels tangibles, eh bien, on peut raconter tout ce qu'on veut, un peu n'importe quoi. Donc oui, le tonneau existait, mais il faut être encore très prudent. Et puis, il faut savoir, par exemple, qu'on a fouillé dans tout le midi de la France une centaine de puits d'époque romaine, donc qui sont des milieux particulièrement propices à la conservation des tonneaux, et qu'on n'y a trouvé aucun fragment de tonneau avéré. Donc ça pose quand même un problème. On a des puits du 1er, du 2e siècle, du 3e siècle. Et on n'a pas de tonneaux. On a plein d'objets en bois. Souvent, à Pézenas, on a fouillé un puits, on a 280 fragments d'objets en bois. On n'a pas un seul élément de tonneau. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions. Oui, il y a du tonneau, oui, il y a des foudres, mais peut-être davantage dans des régions un petit peu plus septentrionales, en tout cas pour le Midi, peut-être moyenne vallée du Rhône. Voilà ce que je peux vous en dire. Ok, donc Thibaut qui demandait les foudres faisait quel volume? Il est compliqué de répondre à cette question dans la mesure où on n'a retrouvé aucun contenant. Oui, Strabon évoque pour le nord de l'Italie, je crois que c'est Strabon, oui, il évoque quand même des foudres qui sont plus grands que des maisons. Donc ça aussi, c'est un texte qui pose un certain nombre de questions. On n'est pas aujourd'hui capable de savoir si on vinifie dans des foudres ou dans des barriques, en fait. En tout cas, pour les installations de l'Antiquité tardive, où là, effectivement, il n'y a pas de dolia, il y a des plots, il y a des installations vinicoles. Donc là, évidemment, on est bien obligé de restituer des contenants en bois, mais on ne connaît pas du tout leur physionomie. On n'a pas d'informations. Très bien, merci. Écoutez, de toute façon, le webinaire, comme à chaque fois, sera disponible en replay. Et puis, moi, j'enverrai à toutes les personnes inscrites ou à celles à qui vous pouvez en parler et qui m'enverront un mail, j'enverrai le lien. Et également, le webinaire sera disponible sur le site du syndicat OP Languedoc à la rubrique événements. On a récemment mis tous les replays des webinaires, donc celui d'il y a 15 jours avec Stéphane et celui d'aujourd'hui, ça devrait être en ligne demain dans l'après-midi, je pense, fin de semaine ou plus tard. Voilà.